Nadine Prigent, j'ai été secrétaire générale de la CGT Santé pendant 11 ans. Dans les périodes charnières, on va dire, ouais. Je partage tout ce qui a été dit, Fabien a dit. Moi, je pense qu'il faut une rupture dans la logique de politique de santé dans ce pays. Il faut en faire une priorité nationale. Je pense qu'avec ce groupe-là, à l'Assemblée, il y a sûrement quelque chose à vraiment en faire une préoccupation de l'activité parlementaire et politique. Mais activité parlementaire, je sais qu'il y a déjà des groupes qui travaillent sur la désertification médicale. J'ai eu un débat hier avec un député PS là, de la Mayenne, qui anime, visiblement il a dit, une réflexion sur la désertification médicale. Je pense vraiment que ce serait l'occasion que ce groupe-là porte une rupture dans les choix politiques de santé. C'est une priorité nationale, ça fait partie des priorités de la population, après l'emploi. L'emploi, la santé arrive généralement en deuxième position. On n'a pas l'impression que la population s'agite là-dessus, mais en fait, toutes nos conversations de proximité tournent autour de ça, que ce soit la famille, évidemment, mais pas que. Enfin, c'est souvent que quand on discute avec les gens, on vient à parler santé, généraliste, l'hôpital public, la clinique, les déplacements d'honoraires, on en passe, on connaît tout ça. Donc ce serait bien qu'il y ait vraiment une prise de conscience dans ce groupe, qu'il y ait un vrai travail politique sur ça. Tout le monde fait des propositions, tu l'as dit, les syndicats on en fait, le parti en a fait depuis des lustres. Je pense qu'on peut se rejoindre, y compris avec d'autres partis maintenant, et y compris avec un certain nombre d'élus de droite. Bon, moi je suis partie en Loire-Atlantique maintenant. La mairie de Val-sur-Mer vient d'ouvrir un centre de santé, alors que ce n'est pas une mairie de notre côté, une mairie de droite. Elle a ouvert un centre de santé, et il faut aussi qu'on discute avec les médecins, et pas seulement les syndicats officiels qui soi-disant parlent pour tous les médecins. Il y a des médecins, notamment avec la féminisation médicale, qui sont ouverts tout à fait à l'activité salariée dans les centres de santé, c'est tout à fait possible. Il faut des porte-parole, il y en a. Donc vraiment, on a des points d'appui un peu compliqués, mais il y a des points d'appui pour penser autre chose le système de santé. Et juste tu parlais des professions, bon, je suis infirmière. Parcoursup, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que les jeunes choisissent cette profession par défaut. On a 80% d'abandon la première année. C'est une catastrophe, il faut regarder ça de près. On doit nous sortir de Parcoursup, c'est pas possible. Alors je parle, il faut arrêter Parcoursup. Mais c'est pas une profession qu'on peut former dans ce créneau-là. Il y a des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir le bac. Enfin, moi à l'époque j'avais le bac, un petit entretien, un petit questionnaire, et je suis rentrée à l'école d'infirmière, j'ai fait ma formation. Enfin bon, il n'y a pas besoin. Il y a la formation, il faut parler de la formation. 80% d'abandon. Avant, quand on atteignait 20% d'abandon, c'était le summum. Donc il faut revoir ce parcours de formation. On est en train de décourager des jeunes de venir faire ces formations. Moi, j'ai la fille de mon cousin, elle est partie en Belgique. Les kinés passent se former en Belgique. Donc là, il faut vraiment, ce serait bien qu'on ait une voie politique là-dessus. Il faut sortir ces professions de ce parcours-là. Moi, je vais le dire, après les années d'infirmière, c'est un choix particulier cette profession. Donc on ne fait pas ça comme on fait autre chose. C'est un choix tout à fait choisi, particulier. Et arrêtons de demander plus pour entrer à l'école d'infirmière. Je veux dire, bon, le bac, un entretien, et après on fait la formation. Après, évidemment, il faut aussi regarder comment tout au long des 3 ans, on accompagne correctement la formation. Mais arrêtons de décourager les jeunes qui veulent faire ces formations, parce qu'on dit que les jeunes ne veulent pas le faire. C'est pas vrai. On ne remplit pas les écoles. On a de l'abandon et on ne remplit pas les écoles. Et on en laisse de côté. Moi j'avais des chiffres à un moment donné, après j'arrête. Il y avait, je ne sais plus combien il était, je sais plus combien il était, 30 000 places peut-être dans les écoles.
pas, il y avait des milliers de jeunes qui passaient le concours d'entrée, on n'en prenait que 50 000. On décourage la terre entière quoi, de faire cette formation. Donc vraiment, si ce groupe parlementaire vraiment peut peser, alors avec les partis, avec les syndicats, qui travailler avec les syndicats, les représentants professionnels, je pense que c'est un sujet qui peut mobiliser. Et puis bon, la loi de finances arrive. La loi de finances arrive, comme tous les ans, en octobre. Bon, là, il y a les journées de septembre. Je pense qu'il va y en avoir d'autres un peu plus tard. Donc voilà, il y a une toile à pluie. Mais voilà, j'arrête. Mais merci à vous pour la richesse des interventions qui débordent un petit peu la question de la tarification à l'activité, mais on voit bien qu'en fait toutes ces questions sont corrélées et vous avez bien montré les logiques en fait qui les associaient. Donc on va laisser un mot de conclusion à Mama et ensuite à Fabien sur ces interventions. Voilà, bon. Alors oui, la situation est vraiment catastrophique et c'est vrai que moi disais le problème aujourd'hui c'est effectivement comment faire adhérer la population à notre situation, en fin de compte, et faire bouger aussi avec les syndicats, avec les soignants, parce que le soin c'est pas que l'affaire des soignants, les médecins. Les usagers sont aussi concernés, les citoyens sont concernés, puisque la sécurité sociale ou notre système de santé, l'hôpital appartient à tous. C'est une construction qui a été réalisée depuis des décennies, nos ancêtres, c'est un héritage qu'il faut normalement faire fructifier. Et aujourd'hui, on a un abandon de la part des citoyens. Alors comment les faire revenir à participer collectivement? Alors ça se faisait dans les entreprises beaucoup aussi. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui on a beaucoup cloisonné même au niveau syndical. C'est-à-dire que la sidérurgie ne va pas forcément faire une AG pour dire ouais, notre système de santé est en train de s'écrouler. En fait si, je suis désolée. Parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de notre système de santé, la médecine du travail, à l'école, etc. Enfin, donc c'est comment en faire du coup un sujet central alors que on sait que la situation économique et financière est difficile, le sujet de la vie chère va arriver dans quelques semaines, dans quelques jours, je pense, va être un sujet majeur dans notre pays. Alors comment effectivement raccrocher les problèmes de santé, de prise en charge de la santé. On a essayé avec l'association Rang de soins soignants, au mois de juin, on a démarré en fait une discussion en disant pourquoi pas faire, on avait choisi la date du 24 septembre puisque c'est la semaine des votes de la loi finance PLFSS, faire une pression et inviter les citoyens, les soignants, les politiques, les syndicats à se présenter devant les mairies de chaque ville et village et parler et échanger de ces questions de santé. On n'a pas fait mouche. On avait sollicité l'association des maires, etc., qui était d'accord. On a appelé l'ensemble des associations d'usagers qui sont toutes d'accord. Malheureusement, les associations d'usagers, elles sont aussi assez démunies, peu de moyens. Elles sont complètement écrasées par rapport à la situation des patients qui viennent solliciter ces associations pour trouver de l'aide. Donc c'est comment essayer de coordonner tout ça pour essayer de faire vraiment peut-être, moi je m'étais dit, c'était peut-être un peu utopiste, me dire tous les ans on pourra faire une journée sur la santé devant les mairies, faire 7 avril, oui, journée mondiale de la santé, mais là c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est vraiment pour le contexte local de notre système de santé qui est quand même unique au monde, c'est unique au monde, et je pense d'ailleurs que c'est l'innovation de demain, c'est celle-là, c'est la sécurité sociale, une protection sociale universelle mondiale. C'est-à-dire que ce modèle doit être dupliqué. Bon, je voulais aussi parler de la pénurie, très vite, pour répondre justement à la pénurie. La pénurie, elle a été organisée, elle s'organise. C'est pas, en 2009, j'étais sur le banc à Sciences Po d'un conseiller d'État, je ne vais pas dire son nom, mais voilà, qui est aujourd'hui président du Conseil d'État, et qui nous disait avec un tableau, mais la pénurie de médecins, il n'y en aura plus, parce que là, les médecins, dans 10 ans, ils vont sortir, donc là, d'ailleurs, il y aura plus d'offres que de demandes, donc on va pouvoir même, les médecins pourront plus négocier leur salaire, etc. Et donc, en fait, il comptait, bon, M. Villani est parti, mais j'allais parler du virage numérique. Donc il comptait beaucoup sur ce numérique,
donc avec des algorithmes justement pour dire mais sauf que ça marche pas ça non plus, les patients sont singuliers. Un médecin va soigner de manière, va prendre en charge de manière singulière un patient. On est tous différents, donc on a, moi individuellement, j'espère que, que mon médecin demain à l'hôpital va me considérer moi, ma douleur personnelle, ma situation génétique, etc. Bref, d'avoir une médecine adaptée, individuelle, pour chaque patient. Et donc ça c'est une situation où on revient toujours au même, c'est des décisions qui sont politiques. Concernant l'Ondam, c'est un sujet que tu connais bien, l'argent il y en a, mais faudrait-il savoir où elle va. Par exemple le médicament. L'enveloppe des médicaments, il n'y a pas une seule enveloppe de médicaments, cette enveloppe est éclatée sur plusieurs enveloppes. Donc aujourd'hui, on ne sait pas combien on dépense pour les médicaments, les dispositifs médicaux, alors qu'on sait qu'il y a énormément de fric investi dans ces dépenses de pharmacie et de dispositifs médicaux. Et la question aussi, c'est pourquoi aujourd'hui on gaspille autant de médicaments quand on a besoin de 10 comprimés, pourquoi continue-t-on à nous vendre une boîte de 30 comprimés qui vont à la poubelle pour la plupart du temps, les 20 comprimés sont jetés. Donc ça aussi, on pousse à la consommation, au gaspillage, donc on nous demande où sont les ressources, il y en a, mais elles sont très mal réparties. Je crois qu'on peut l'applaudir, effectivement. Le travail qui est fait par l'association et qui a été fait pour justement mettre en valeur cette parole qui nous semble importante, mais au-delà de la parole, la revendication qui est derrière, l'exigence qui est derrière. Et cette parole et cette exigence, il faut que nous, on lui donne effectivement la possibilité de se développer et trouver la cible. Et tu l'as dit aujourd'hui, il faut que les députés, mais que nous avec, on fasse du PLFSS 2023 un moment très fort de bataille politique. Un moment très fort de bataille politique. Et un moment très fort de bataille politique parce que, comme elle vient de le dire, et pour dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, non, c'est pas que ça n'a pas été anticipé, c'est l'inverse. Ils ont anticipé la situation qu'on connaît aujourd'hui. Ils l'ont construite. J'étais président du NEF Santé en 72 quand il y a eu le numerus clausus. J'avais rencontré le ministre de la Santé à l'époque. J'ai dit votre numerus clausus va nous mettre dans 30, 40 ans dans une situation. J'avais à plus de 19 ans à l'époque, donc je n'étais pas un grand spécialiste. Et j'aurais dit, monsieur le ministre, dans 30, 40 ans, vous allez me mettre une situation, monsieur, ne vous inquiétez pas, on va arranger les choses. Tu parles, mon œil, c'était l'inverse. C'était le point de départ. C'était le point de départ à partir de là. Et Parcoursup n'est que le complément du numerus clausus. Parce qu'au passage, ils sont censés avoir abandonné le numerus clausus, mais ils l'ont remplacé par autre chose. C'est ça en permanence qu'ils font. Ils disent qu'ils ont supprimé la T2A, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la T2A, mais en théorie ils l'ont supprimé. Mais en réalité, ils ne l'ont fait que le renforcer d'une autre manière, en corsetant encore plus les hôpitaux, en fermant les lits, en réduisant les nombres de personnel, en créant de l'intérim et des CDI et des gens mal payés. Parce qu'il y a aussi un pillage des ressources intellectuelles internationales dans les pays en voie de développement pour pouvoir subvenir. Et ça fait partie de l'anticipation. Ça fait partie de l'anticipation. C'est du colonialisme qui continue sous une forme différente. Parce que ces médecins qui viennent en France, bien sûr, ils trouvent, en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, un peu de chez nous, les Allemands qui en tirent aussi un profit, etc. On tire profit. Ils sont formés là-bas, c'est eux qui payent la formation, ils payent les gens, ils payent tout pour qu'ils soient bien intellectuellement, etc. Et hop, nous on les prend tel quel et pas cher. Alors vous imaginez, comment voulez-vous ne pas refuser ça? Donc moi je crois qu'on a véritablement besoin d'expliquer ça aux gens. On a besoin d'expliquer que cette solidarité, elle n'est pas seulement en France, elle est aussi internationale. Et que cette solidarité, elle est faite parce qu'il y a un système qui est le système capitaliste, qui a une autre conception que la nôtre. Et que c'est ça qu'il faut changer. Tu parlais de radicalité tout à l'heure, enfin, tu disais qu'il fallait changer radicalement. Je crois que c'est ça. Il faut, si on n'a pas cette vision. Or, comme tu l'as dit tout à l'heure, notre histoire, elle a radicalisé dès le départ, dès les années 45, après la guerre. On a dit, ça y est, c'est là, c'est le moment. Et on l'a fait. Et on s'est battu pour le faire. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas De Gaulle qui a fait... De Gaulle était déjà parti du gouvernement en 46. Il n'était plus... Et c'est bien les communistes à l'intérieur du gouvernement qui a existé jusqu'en 47 qui a permis
avec la CGT, je vous renvoie au film La Sociale, la CGT qui a pris de vitesse, ils savaient qu'ils avaient très peu de temps. Et on le voit dans le film La Sociale, le patronat de l'époque, en 47, il disait on va leur reprendre. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Dès 47, simplement comme il y avait la guerre, de 47 à 67 avec les ordonnances, ils ont dû attendre. Ils ont dû attendre parce qu'il fallait cet argent public pour reconstruire. Et après, à partir de 67, ils ont remis le patronat en marche. Mais au-delà du patronat, il fallait que ce soit l'État. Parce que le patronat ne pouvait pas être seul. Et vous savez bien que la droite ne peut pas accepter, même si elle est en faveur du patronat, la bourgeoisie veut garder ça entre ses mains. Et donc il fallait que ce soit l'État qui reprenne. Et c'est cette logique d'étatisation de la santé. Car la sécurité sociale n'est pas une étatisation de la santé. Ce n'est pas l'État. C'est nous. La sécu, c'est nous. C'est notre argent. Et s'ils nous prennent notre argent, ils nous mettent en situation effectivement de défaut, de dette. Et à partir de là, on est toujours en train de quémander. Et on est toujours en train d'aller voir. Et on demande aux uns et aux autres. Alors que la logique de la sécurité sociale, c'est qu'on se prenne en main et que c'est nous-mêmes, avec notre argent. C'est un peu comme si l'État, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, s'immisce dans chaque foyer pour dire comment il doit vivre, comment il doit régler son foyer. On croit gérer nos salaires, mais en réalité, entre le patronat, la commercialisation et l'État, on nous fait gérer le salaire, qu'avoir les questions d'énergie ou de logement, d'emploi, etc. Donc c'est cette logique-là qu'il faut casser aussi. Donc voilà, moi je crois que cette fête de l'humanité doit être la fête de l'espoir, la fête de la reconstruction. Certes, nous ne sommes pas au gouvernement, mais Macron est fragile. Ne laissons pas le RN et ne laissons pas le LR faire leur travail, c'est-à-dire de soutien à Macron. Nous, imposons-lui à Macron de le voir sur sa gauche et pas de le voir sur sa droite le temps qu'il est au gouvernement, puisqu'on est des républicains, on a accepté cette présidence. Encore qu'une petite révolution, ça ne veut pas dire. Mais merci à tous pour votre présence, la qualité des échanges, des interventions, et puis à Mama et Fabien pour avoir éclairé cette question et bien au-delà de la tarification à l'activité. On voit bien que c'est vraiment une logique d'ensemble et un projet cohérent de destruction en fait de la spécificité du système de français, de sécurité sociale et de santé publique, et projet cohérent de libéral auquel il faut opposer un projet cohérent progressiste à expliquer aussi à la population, parce que beaucoup de gens, soit professionnels ou patients, subissent dans une forme de fatalisme et dans une forme de cloisonnement aussi. Et je voulais juste terminer là-dessus, c'est qu'on peut aussi agir localement. Nous à Morlaix, moi je suis premier adjoint de la ville de Morlaix depuis 2020. On a créé à l'initiative du Parti communiste un comité de défense des usagers de l'hôpital public de Morlaix qui fait du lien entre les syndicats, toutes les informations qu'ils ont, leur lutte, leurs revendications, et les usagers. Toutes les anomalies qui sont constatées par les patients, leurs familles, dans le traitement des patients, que ce soit dans l'EHPAD hospitalier ou les différents services de l'hôpital. Ça vise à créer du lien justement en évitant la mise en concurrence ou la mise en opposition parfois aussi des patients et des personnels. Et ça vise à mettre aussi cette question au cœur des préoccupations publiques, avec une volonté de déboucher dans l'action. Et en 2019, on a fait un débat public qui a été avec une présence d'un nombre important de personnes sur la question des centres de santé publics. Et un an plus tard, on lance la création d'un centre de santé municipal sur Morlaix. Justement, c'est une des parties de la réponse aussi sur la difficulté à faire venir des médecins en milieu rural. Donc il faut qu'on se préoccupe de cette question de la santé à tous les niveaux. Il faut vraiment en faire une question centrale. C'est au centre des enjeux politiques. C'est vital. C'est aussi une question fédératrice. C'est une question sur laquelle d'ailleurs les valeurs que portent les communistes et plus largement tout le camp de la gauche progressiste peut remporter une large adhésion de la société, quelles que soient d'ailleurs les traditions politiques d'origine des gens.
Donc vraiment, il faut se battre sur ces questions et merci à vous d'avoir animé ce débat. Je voulais terminer avec une pensée d'amitié pour Christiane Caro qui a organisé ce débat, qui aurait été tellement contente d'être ici avec nous et nous souhaiter un bon rétablissement. Et puis on va continuer le combat. Prochain débat à la fête de l'UMA Bretagne.